Là, il faut refaire les rangs du haut, hein, parce qu'il y a plein de grappes qui n'ont pas été vendangées dans certains rangs. Oui, à côté d'Yvan, là. Là et en dessous, ça va pas. Allez, Mathieu. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir des vignes comme ça sur un terri. Ici, sur le terri, on récupère des tas d'atouts qu'on a vraiment pas ailleurs. En Comme particulier, quoi, par exemple cette forte pente sud. Ouais. Bon, là, on fait un peu le Dahu aujourd'hui. On a du mal à tenir. C'est d'ailleurs le principal problème des vendanges. Ouais. Mais cette pente côté sud nous permet de récupérer un maximum de soleil. Ensuite, on a une terre qui est noire, donc qui emmagasine la chaleur la journée pour la restituer la nuit. Donc voilà, c'est des qualités de terroir qui sont exceptionnelles et qu'on va trouver quasiment nulle part ailleurs. Parce que le terri, en fait, c'est une colline artificielle qui a été formée par les résidus miniers, en fait. Alors les résidus miniers, oui, au fond de la mine, forcément, il n'y avait pas que du charbon. Ouais. Le charbon était exploité en veine, mais autour de la veine, il y a des roches. Ces roches, elles ne sont pas valorisables. Donc on les remonte au jour et on les met en tas. Et puis alors ces tas, ils finissent par former des espèces de collines qui font 100 mètres de haut. Il a été décidé de les garder comme signal fort et patrimoine. Il pleut, courage aux vendangeurs. On y va, on continue. C'est unique en France, là. C'est unique en France, bien sûr, c'est unique dans le Nord-Pas-de-Calais. Je pense que ça restera unique, puisqu'aujourd'hui, les terris sont très protégés, donc il n'est plus question de faire des plantations de ce type sur un terri. Le vignoble s'appelle Charbonnet. C'est une simple contraction entre charbon et le cépage qui a été planté ici, qui s'appelle chardonnay. Ah, je trouve ça formidable. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Je vous remercie d'être fidèles à nos échappées belles. Cette semaine, direction les Hauts-de-France, et plus précisément le Nord, le département du Nord notamment, mais également quelques territoires alentours comme l'Aisne ou encore le Pas-de-Calais que je vais aller arpenter. Une terre fière et attachante, façonnée par son histoire minière, ouvrière, par ses savoir-faire, par ses traditions et réputée pour son accueil particulièrement chaleureux. Alors, le Nord, un territoire trop mal connu, mais que je vais vous faire découvrir et qui va vous surprendre. Allez, je vais vous dire comment va être le millésime. Ça va être bien. Bien les gars, hein. Au nord, il y a des corons. J'ai commencé dans les mines à 15 ans. Ma première descente, à mon époque, c'était 15 ans. Mais il y a aussi des skieurs. Pendant des décennies, les terrils ont été exploités pour l'industrie. Aujourd'hui, ils sont tous classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça permet de l'entretenir et de le préserver. Dans les Hauts-de-France, on respecte les traditions. C'est bon pour la santé, c'est un produit local, de saison. On aime bien son petit côté gourmand pour démarrer. Donc voilà, pour nous, une belle journée se commence avec une chicorée. C'est traditionnel dans la région du Nord. Ouais. Parce que dans le temps, chaque ville avait sa majorette en fait. Ouais. Et derrière chaque porte, Oh là là, Et voilà. ça c'est un estaminet. se cache un peu de l'âme de la région. Oh, c'est joli, dis donc. Alors là, c'est la cave d'affinage. C'est la cave au trésor. De Valenciennes, C'est une ville assez importante, mais où tout le monde se connaît un peu, tout le monde se côtoie. Il y a vraiment plein de petits beaux coins à Valenciennes. à Roubaix, J'ai choisi de faire ESMOD Roubaix parce que c'était une école dont j'entendais parler beaucoup depuis petite, puisque j'ai grandi ici. Et puis c'est une école qui est réputée, le diplôme est validé par l'État. en passant par le Marais Audomarois, Tout ce qu'on voit ici, évidemment, c'est l'homme qui l'a créé, c'est pas la nature. Et d'ailleurs, si l'homme arrête de l'entretenir, ce marais, il redeviendrait très vite sauvage. Bon, Hubert, je suis tombé sous le charme de ton bolide. Hein. un voyage qui inspire Jérôme Pitorin. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. En chocolat. Ce sont des habitations ouvrières. Ici, déjà, c'est le deuxième niveau d'évolution de l'habitat minier.
Ok. Le premier habitat, on en entend tous parler, c'est les corons. Ok. Les maisons toutes en ligne. Là, si tu regardes bien, elles sont le long d'une rue, mais elles ne sont pas toutes collées. C'est par D'accord, bloc elles de sont deux. espacées. Au-dessus des fenêtres, il y a Ouais. des petits arrondis, il y a des petites briques vernissées avec des dessins. C'était une façon de séduire les ouvriers et de ramener les mineurs dans leur compagnie. Il y a 29 nationalités sur le bassin minier des... Ah. Et effectivement, il fallait les chouchouter. Et ici, on est sur la compagnie des mines d'Anzin. C'est mon territoire. D'accord. Et c'est là où toute l'histoire minière a commencé, en tout cas l'histoire industrielle. Une petite plaque. Alors ce qu'il y a à voir ici quand même aussi, c'est que tu vois la cité, quand tu arrives au bout, après tu as la forêt. Alors en fait, avant ce n'est pas la forêt, c'était le carreau de fosse, il était là. Le carreau de fosse, c'est là où les mineurs allaient travailler. L'idée, c'était de mettre l'habitat au plus près de la zone d'exploitation, en fait. C'est ça. Tu consacres beaucoup de ton temps à la nature, à sa protection, à la faire connaître. Ouais. Tu as toujours fait ça? De passion et de formation, je suis véto. Mais c'est pas un dada qui est permanent maintenant. Puisque en fait, voilà, j'ai trouvé d'autres passions. Comme celle d'emmener les groupes sur ces chemins? Moi, ça m'a époustouflée. Je suis tombée amoureuse des richesses et du patrimoine nordiste. Je veux que ça se sache, qu'on en soit fiers, que les gens d'ici soient fiers de ce qu'ils ont fait. En fait, la forêt d'ici, elle est toute jeune. Et actuellement, il n'y a pas d'arbres de plus de 100 ans dans cette forêt parce qu'on a utilisé le bois, évidemment. Quand au XVIIIe siècle a commencé l'exploitation du charbon, on a coupé le bois pour utiliser ce bois et faire des soutènements dans les galeries. Après la Première Guerre mondiale, il n'y avait plus d'arbres. Et du coup, la forêt, elle a été reprise et elle a été replantée. Bon, allez Jérôme, un petit effort, je t'emmène voir un copain. Il est super, mais il se mérite. Allez, on monte le terri du lavoir Rousseau. Je vais mettre le maillot à pois, moi, bientôt. Hein. Ah ouais, tu vas voir. Allez, voilà. Bonjour. Bonjour. Jérôme, je te présente Bruno. Salut Bruno. Tu es en train de passer un petit coup de balai. Pas tout à fait. Explique-moi ce que tu fais. Ça, c'est un filet fauchoir, en fait. Donc, ça sert à faucher, comme son nom l'indique. Et en fait, donc, je passe mon filet dans les hautes herbes, dans les petits arbustes, et je récupère des insectes. Je fais des suivis réguliers sur l'ensemble des terris. Donc là, en ce moment, c'est la période plutôt orthoptère et coccinelle, donc criquet, sauterelle et coccinelle. Et donc là, je fais un suivi un peu régulièrement pour voir les nouvelles espèces, si ça se porte bien, et un peu ce qu'on peut trouver comme petite surprise. Est-ce que les sols ici, sur les terris, ont une spécificité par rapport pour la faune, la flore? Il y a vraiment des espèces qui sont presque endémiques à ce genre de milieu? C'est un milieu très particulier. C'est finalement un terri, c'est un tas de cailloux qui ont été remontés du sous-sol. Donc c'est un milieu qui est chaud, qui est sec, très minéral. Donc on aura toutes les espèces qu'on qualifie de thermophiles, qui aiment la chaleur. On a de plus en plus de nouvelles espèces qui apparaissent, notamment des espèces qui remontent du sud et qu'on retrouve de plus en plus sur les terris. Alors qu'est-ce que tu as trouvé, Bruno, entre nous? Alors là, j'ai une coccinelle. Oh, puis elle bouge. Oui, elle est très jolie. Mais elle n'est pas rouge du tout, je ne connaissais pas cette variété-là. La coccinelle zébrée, une espèce très rare en région qu'on trouve qu'à 3 endroits dans le Nord-Pas-de-Calais, dont ce terri ici à Rennes. Bon, maintenant, je vais la libérer dans son pain où je l'ai trouvé tout à l'heure. Merci Bruno. Merci Bruno. Avec plaisir. Jérôme, je t'emmène vers d'autres trésors. Allez, l'aventure se poursuit. En route.
se fait la dernière virée. Virée de la forêt, la trouée d'Arambert. Ça fait partie de Paris-Roubaix, cette portion. Bravo! Ah ouais, le petit massage final, ça fait du bien partout, ça passe. Moi, je sens pas le massage, là. Je sens plutôt le tremblement de terre, mais bon. Ah, dis donc. Ouais, je suis désolé, j'ai fait une petite accélération, là, parce que je pense que plus on va vite... Moins on les sent. Ouais, moins on les sent. Allez, c'est parti. Je passerai au magasin de Coccy's demain, m'en racheter un. Voilà. Bienvenue Jérôme. Alors. Sur le site d'Arambert. Regarde un peu comme c'est grand, comme c'est majestueux et comme ça s'impose à toi, on se sent tout petit. Hein. Ouais. Et alors en fait, c'est une des fosses qui a fermé le plus tardivement sur le secteur. La dernière exploitation date de quand? 1989, la fermeture. Oui, d'accord, c'est récent. Ouais. Et on aurait pu imaginer que tout s'arrête, mais non, grâce à des choses et des événements comme le tournage de Germinal, l'équipe de Claude Berry qui est venue tourner ici. Et tu vois, il a fait des émules, il a donné la passion à des jeunes comme ceux d'aujourd'hui qui viennent d'une école de cinéma tourner. Une école de cinéma, en effet, oui. Et il a contribué, il s'est battu avec d'autres pour que ce site reste intégralement préservé. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je me présente Edmond. Bonjour Edmond. Enchanté, Jérôme. Alors Edmond, vous avez travaillé ici, c'est ça? Oui, entre autres. Entre autres? J'ai commencé dans les mines à 15 ans. Ma première descente, à mon époque, c'était 15 ans. C'est là que je suis descendu le plus profond, à près de 1000 mètres. 1000 mètres? Ouais, à près de 1000 mètres. Et quand je suis arrivé ici en 81, et donc à la fosse neuve d'Arambert, jusqu'à sa fermeture en mars 89. Alors, quand j'ai commencé à la mine, je n'osais pas dire que je travaillais à la mine. Quand je courtisais les filles pour les draguer, si je puis dire, je peux parler comme ça, ils ne disaient pas que j'étais mineur, je disais que j'étais étudiant. Et maintenant, quand on me pose la question, Edmond, quel métier tu faisais? Mineur de fond. Ouais. Je suis fier d'avoir fait ce métier maintenant. J'ai changé peut-être par rapport au regard des gens. Ici, c'est le coin, la salle des pendus réservée aux galibots. C'est tout jeune, ça? C'est tout jeune. Tu appelles ça la salle des pendus parce que... La raison principale, c'est pour la place. D'ici jusqu'au bout, tu pouvais mettre 1250 personnes. Ah oui, d'accord. La première fois qu'on arrive là dans cet univers, tu étais encore un enfant, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? J'avais une seule chose qui me faisait peur, une appréhension. Ouais. C'est de rentrer dans la cage. J'avais fait mon signe de croix discrètement pour pas qu'on s'aperçoive que j'avais la petite peur ou la petite appréhension. Et les anciens, ils savent que c'est ta première descente, et ils se moquent un peu de toi. Hein. Ah oui? Ouais, mais derrière moi, je dis « Etcho », ça veut dire Etcho, le petit gars. Ouais, Etcho. Si la chaîne, elle casse, cette fameuse chaîne, elle casse, surtout ne t'accroche pas à nous, parce que tu risques de nous entraîner avec toi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi et tous ceux qui ont fait ce métier-là. Je te remercie, Sophie, de m'avoir fait découvrir à la fois le patrimoine naturel qui entoure tous ces sites miniers, et en même temps de m'avoir emmené au cœur de ceux-ci pour me faire découvrir un univers que je ne connaissais pas de mes yeux vus. Écoutez, un vrai plaisir. À bientôt sur le trail des Pyramides Noires, par exemple. Faut que je regarde. Je crois que j'ai piscine ce jour-là. Le petit village de la Flamme en Gris est une commune française. Et pourtant, ce sont les éboueurs belges qui viennent ramasser les poubelles. Car dans l'extrême nord de la France, la frontière avec la Belgique est complètement invisible et il est difficile de savoir dans quel pays on se trouve. Ça fait depuis 2011 que je fais la tournée ici. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas où était la France, où était la Belgique. Alors, à la longue, on l'a su. Moi, sinon...
Impossible de savoir quel côté français et quel côté belge. Quand on passe côté français, on remarque bien souvent c'est qu'il y a plus d'antennes et de paraboles. En Belgique, on a le câble, la télédistribution chez nous. Mais en France, c'est flagrant. Tout le monde a des antennes ou des paraboles. Donc on se doute qu'on est côté français. Mais des deux côtés, les gens sont très sympathiques, donc ça va. Le village est traversé par la frontière franco-belge, si bien que ses 400 habitants passent d'un pays à l'autre plusieurs fois par jour, et même sans s'en rendre compte. Salut! Café, comme d'hab? Allez, ça roule. Le café chez Beaumont est l'unique bar du village, et il est situé côté belge. C'est ici le point de rencontre pour tous les habitants. Je fais une promotion. Le premier verre acheté, le deuxième verre payant. On aurait bien voulu se retrouver qu'entre Français, mais bon, on peut pas faire autrement. On passe la frontière pour aller chercher une bonne bouteille de vin. Ils passent la frontière pour partager une bonne bière belge en toute convivialité. Derrière son comptoir, Jean-Yves est aux premières loges pour observer la relation franco-belge. Alors, les Français et les Belges, bien sûr, on ne loupe pas une occasion de se mettre un coup dans les mollets, mais c'est toujours avec humour. Les Belges disent que les Français ont un accent et les Français disent que les Belges ont un accent. J'ai pas encore réussi à savoir qui dit la vérité, vous voyez ? Le maire du village, lui aussi, a ses habitudes au café. Ce jour-là, il vient y retrouver son homologue belge, le bourgmestre de la commune voisine. Salut Johan. En forme? Ça va et toi? Oui, bien. Les deux élus ont beaucoup à discuter, car la situation transfrontalière entraîne son lot de bizarreries. Là, ici, on n'est pas chez moi, on est chez lui en fait. Là, on est en Belgique. Mais par contre, pour venir, il était obligé de prendre la route française. On a aussi la rue qui porte le même nom. Il y a deux fois le numéro 3, donc il y a la rue du Piémont numéro 3 français, la rue du Piémont numéro 3 belge, et c'est la même rue. Du coup, le facteur se trompe parfois entre les deux et ça fait des problèmes aussi pour les habitants. Moi, j'ai la frontière qui passe au milieu de mon jardin. Et d'ailleurs, c'est pas cher les impôts chez toi, je t'ai attendu. Ah, ben voilà. Comme quoi. À la Flamanderie, la frontière fait d'étranges zigzags entre les champs et les maisons depuis qu'un décret royal de 1781 en a modifié le tracé. C'est à cette époque qu'ont été installées ces bornes pour matérialiser la nouvelle frontière. Alors ça, c'est une borne qui est bien abîmée. Il faudrait qu'on bouche les fissures pour empêcher l'eau de rentrer et le gel de faire éclater la pierre. Jean-Louis Renteux est historien amateur et il s'est passionné pour l'histoire de ces bornes frontalières uniques en France. On peut voir ici l'emblème de l'Empire autrichien, puisque à ce moment-là, la frontière de l'autre côté, c'était les Pays-Bas autrichiens, avec l'aigle bicéphale couronné, l'inscription Autriche en bas. Et de l'autre côté, les 3 fleurs de lys, symbole du royaume de France, qui ont été fort abîmées, peut-être martelées volontairement au moment de la Révolution française. Il y a eu une convention qui a été signée en 1779 pour modifier la frontière. Le tracé était tellement compliqué qu'il a fallu placer 65 bornes frontières pour faire le tour du village de la Flamanderie. Ce jour-là, c'est l'affluence dans le village. Français et Belges sont venus en découdre sur le terrain sportif à l'occasion de la course des bornes frontières. Monsieur le maire, il court avec moi. Il reste avec moi. On va courir à mon rythme, sinon... C'est moi qui mets la cadence. Merci beaucoup, vous êtes venus nombreux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon collègue bourgmestre pour lancer le top départ. Mathieu, 3, 2, 1, go! Go! Cette épreuve n'a lieu ni vraiment en France, ni tout à fait en Belgique, car le tracé suit exactement la ligne de la frontière. Bon, ça va, on a trouvé notre petit rythme. La frontière, c'est pas quelque chose qui sépare. Au contraire, c'est quelque chose qui unit. Et nous, ça nous permet d'avoir cette excuse-là pour nous retrouver régulièrement. Courir sur la frontière, ça veut dire que là, je suis en Europe, en fait. Ça veut dire que je me sens un peu citoyen du monde. En tout cas, citoyen européen.
Et ça, je trouve que c'est vraiment classe. C'est parce qu'il n'y a rien de plus absurde qu'une frontière. Et là, on est en train de dépasser ça. Citoyens d'Europe, citoyens du monde, au-delà des frontières. Allez, on continue sur l'arrivée de nos coureurs du 10 km qui affluent encore. Ils arrivent. Allez, Rebelle, super. C'est ainsi que va la vie dans cette petite enclave française en territoire belge, mais où tout le monde se sent chez soi. Bonjour. Bonjour. J'ai une réservation nom de Pitorin. Oui, je vais regarder. Merci. Ce sont les images des travaux. Oui, exactement. Donc c'est les images de la reconstruction du bâtiment pour en faire l'hôtel tel qu'il est aujourd'hui. D'accord, c'était quoi auparavant ici? Alors c'est un ancien hôpital général du 18e. Les volumes sont juste incroyables là. Oui. Donc là c'était quoi? C'était l'entrée? Alors là actuellement on était au niveau de la cour. Ok. La verrière n'existait pas. Et là on était sur l'entrée de la chapelle, donc qui était à l'extérieur du bâtiment. Une chapelle? Exactement. Ok. Elle est à l'échelle des autres pièces. La hauteur sous plafond est juste exceptionnelle. Elle a été construite à l'origine? Exactement. Elle a été inaugurée en 1770. Le bâtiment, lui, a été inauguré en 1767. Donc on est vraiment sur une chapelle d'origine du 18e. Et aujourd'hui, quel est son usage? Alors aujourd'hui, elle est désacralisée et on est effectivement sur un lieu de réception. J'imagine que tout est classé ici. Exactement. Ah, depuis 1945, depuis la fin de la guerre, le bâtiment est classé monument historique. Merci beaucoup pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne installation puis un très bon séjour au Royal Resort Hotel. Toc toc toc. Bonjour. Bonjour Jérôme. Ça va Bienvenue. Christophe? Ça va? Et toi? bien, super bien. C'est original comme lieu, dis donc. Ah, t'as trouvé notre lieu magique et gourmand? Bah, on m'a dit le kiosque. Alors je regarde le kiosque, mais le kiosque, oui, il n'y a rien en fait. Sauf qu'en dessous, il y a ta boutique. Voilà. Et c'est ton atelier aussi? C'est ça, exactement. Donc tu as toutes tes spécialités, mais pas que. Des grands classiques aussi du chocolat. On ne soupçonne pas ça du tout de l'extérieur. Ah non, de l'extérieur, on ne doute pas qu'on puisse faire des chocolats ici dans le sous-sol d'un kiosque. Ça, c'est la piscine dans laquelle je vais plonger. C'est ça. Si tu veux, tu peux goûter un petit cœur de Valenciennes. Ah bah oui, tu me prends par les sentiments. Un praliné amande noisette écladerie soufflé. C'est bon. Un peu croustillant. Bon, je vais pas trop en manger parce que tu as prévu, je crois, de me faire visiter la ville. Faut pas que je sois trop lourd non plus. Hein. Ouais, ça va te donner de l'énergie. Regarde, Jérôme, Notre-Dame de Saint-Cordon. D'accord. Elle a été construite en 1864 en l'honneur de Notre-Dame de Saint-Cordon. C'est Saint-Cordon, c'est-à-dire? Ouais, bah, elle avait fait un cordon autour de Valenciennes par rapport à l'épidémie de peste au début du XIe siècle. D'accord, un cordon sanitaire pour protéger les habitants? Exactement, parce que la peste avait fait des ravages ici sur le Valenciennois. D'accord, donc c'est une basilique qui a été édifiée en hommage finalement? En à hommage, cette période-là. effectivement. Ah, d'accord. Ouais. Elle tranche avec les autres édifices de la ville, je trouve. Tout de blanc comme ça, immaculé. Exactement. On l'a habitué à la brique ou à des monuments beaucoup plus sombres. Magnifique. Donc là, on est dans le cœur historique de Valenciennes, le vieux Valenciennes. D'ailleurs, il y a des très jolies façades de commerce là. Ouais, des anciennes bâtisses. La ville s'est développée grâce à la draperie et au commerce. Ok. Donc, il y a eu pas mal de beaux bâtiments construits. Ok. J'aime bien là, ces façades. Il y a un petit côté village, je trouve, ici. Exactement, une petite rue de village bien fleurie. Là, on a une bâtisse là, qui détonne totalement là. Alors, on appelle ça la maison espagnole. Ok. Parce qu'elle a été édifiée au XVe siècle
quand nous étions sous le même gouvernement que les Espagnols. Très bien. Donc là, il en reste 7 dans le nord de la France et la Belgique. Donc il y a plein de curiosités quand même dans ta ville. Il y a plein de petites choses à voir à Valenciennes. C'est quoi ce cours d'eau? Alors ça s'appelle la Rhônelle, ça passe à travers toute la ville de Valenciennes. C'est chouette, dis-donc. Hein. J'adore ma ville. Qu'est-ce que tu aimes ici particulièrement? C'est une ville, mais un peu avec l'esprit village, puisque c'est une ville assez importante, mais où tout le monde se connaît un peu, tout le monde se côtoie. On peut se balader, il y a des petits coins comme ça, un peu sympas, en plein centre-ville. Donc il y a vraiment plein de petits beaux coins à Valenciennes. Je te suis, hein. Je veux les voir tous. On va tout faire. Ce bâtiment, c'est quoi? C'est la mairie? Oui, l'hôtel de ville de Valenciennes, qui a été totalement détruit à la Deuxième Guerre mondiale, puis reconstruit. Et il y a 2 ans, ils ont rénové la façade. Oui, j'allais dire, elle est nickel. Hein. Ouais, elle est magnifique. Hein. Regarde l'horloge, là, avec cette pierre sculptée. Et alors là, face à nous, là, c'est quoi? C'est une aiguille, une flèche, comment on appelle ça? Alors, c'est un beffroi qui remplace celui qui a été détruit au 19e siècle. Alors, celui-là, qui est appelé l'aiguille, a été construit en 2007. Et ce qui est amusant, c'est que tout au long, jusqu'en haut de ces 45 mètres, tu vois, il y a différents mots inscrits. Ouais. Et ces 2000 mots, c'est 2000 Valenciennois qui les ont choisis. Et en s'approchant du beffroi, on peut entendre ces mots murmurés à la base. Ah, c'est par ici que ça diffuserait le texte, les mots inscrits, on va écouter. J'entends rien. Y a quelqu'un? Peut-être qu'il y a des heures où ça... Ah. Il est recommandé pour la santé de manger du chocolat. Ah ben voilà. Parfait. Ah, excellent. Ça devait être une phrase à toi, ça. Peut-être bien. Bon, on fera revenir à un moment où peut-être c'est opérationnel. Ouais. Il faut bien que le monsieur qui est à l'intérieur se repose un petit peu. Un petit peu. C'est agréable ce jardin là, au cœur de la ville. Ouais, ici, nous sommes dans le parc de Rome. Parc de Rome, pourquoi de Rome? Parc de Rome parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont été récompensés par le prix de Rome. Il y a une vingtaine d'œuvres ici dans ce parc pour représenter les artistes valenciennois qui ont été récompensés. Ce sont des originaux ou alors c'est des copies Ah, c'est des copies. Les originaux sont gardés au musée de Valenciennes et ici, ils ont reproduit toutes les sculptures, gravures et peintures. C'est original, c'est un musée à ciel ouvert. Hein, voilà, c'est agréable. Cette église en face, comment s'appelle-t-elle? L'église Saint-Michel. Dans les années 50, les mines du Nord tournaient à plein régime et employaient 100 000 mineurs. Des gueules noires qui travaillaient dur dans la boue et l'obscurité. Ces conditions difficiles ont forgé une communauté soudée par une forte culture ouvrière. Ok, donc bonjour et bienvenue au centre historique minier de Le Ward. Donc je m'appelle Axel et je vais être votre guide pendant 1 heure et on va partir à la découverte du travail du mineur en galerie directement. Si toutes les mines ont aujourd'hui disparu, celle de Le Ward a été conservée comme un témoignage de cette période. Dans une galerie reconstituée, ces élèves de 4e peuvent découvrir le quotidien d'un mineur de fond. Donc nous, on va commencer par mettre en route un perforateur. C'est l'outil ici qui était utilisé pour faire les trous. Attention, c'est hyper bruyant. Au 19e siècle, les conditions y étaient encore plus rudes. Et même les enfants de leur âge n'y échappaient pas. Quel est l'avantage que va avoir la mine à mettre des enfants sur ce genre de métier? On les paye moins. On les paye moins. Donc vous allez avoir des salaires qui sont plus petits.
Donc ici, on a voulu reproduire en fait une galerie quasiment à l'identique, même si on a quand même quelques petits éléments qui doivent être adaptés pour la sécurité. C'est l'histoire de la région, on a voulu conserver cette mémoire et nous maintenant, on a un tiers de notre public qui est composé d'écoles, de scolaires, donc c'est quand même beaucoup plus immersif et c'est beaucoup plus sympa pour eux de se rendre compte des choses. Par rapport au bruit des machines, c'est très impressionnant et très fort. Mais les conditions de travail sont super difficiles et j'aurais pas aimé vivre à l'époque. La longue période d'extraction minière a non seulement façonné les paysages, mais aussi le mode de vie des habitants. Les mineurs et leurs familles étaient logés dans des corons, ces quartiers d'habitation aux petites maisons toutes semblables, où le quotidien était fait de promiscuité et d'entraide. Aujourd'hui, certains corons ont été rénovés, comme la Cité des électriciens près de Béthune, qui est devenue un espace culturel accueillant des artistes en résidence. Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a plein de petites ruelles où on peut se balader au calme, au milieu de toute cette brique rouge. On sent quand même un passé et des racines fortes. C'est très inspirant pour la création et le temps qu'on passe ici à se concentrer et à travailler sur les projets. Isabelle pratique les percussions corporelles. Et elle va loger ici pendant 4 mois pour animer des ateliers créatifs dans tout le département. Le luxe qu'on a dans ce lieu, c'est quand on a un espace où on peut travailler, répéter, créer. Ce coron était resté à l'abandon pendant une vingtaine d'années. Mais sa reconversion en lieu culturel lui a redonné une nouvelle jeunesse. On y trouve également un musée où les artistes résidents exposent leurs œuvres créées sur place. Anne-Émilie Philippe a utilisé des plantes cueillies sur les terrils pour réaliser cette fresque en pigments naturels. En fait, pendant cette période de résidence, ça m'a beaucoup aidé d'être sur place et de faire des recherches sur le passé de la cité et m'imaginer aussi comment les gens vivaient. C'était évidemment une source d'inspiration. Et d'ailleurs, le titre de la fresque, Une robe de saison, c'est aussi un hommage aux femmes de mineurs qui tenaient un peu aussi tout ça debout, en fait, par des gestes quotidiens qui ne sont pas forcément valorisés, qui sont des gestes de subsistance. Dans le Nord, on a su faire preuve d'imagination pour reconvertir les anciens sites miniers. Comme ce terril qui a été aménagé en piste de ski artificielle il y a 25 ans. Tu vas où, toi? Là? Ils sont où tes skis? On va les chercher? Allez. Ici, les enfants, dès le plus jeune âge, peuvent skier toute l'année alors que les premières montagnes sont à plus de 500 km. C'est pas de la vraie neige, c'est un tapis synthétique et puis ça fait une glisse, allez je dis une neige d'été. Comme à la montagne, une neige d'été, voilà. Allez Gigi, tu me rejoins? Voilà. Commence à t'abaisser, c'est bien, voilà. Allez, tout de suite. Ah, go! On refait le même, mais ne freinez pas. J'ai vu qu'il y en a 3-4 qui m'ont dit coup de frein. Ça sert à rien. Quand on voit la montagne, puis une voit le club, vous êtes d'où? On dit on est du Pas-de-Calais. Vous skiez comment là-bas? On fait montrer les vidéos parce qu'on a des vidéos esprit, parce qu'heureusement. Puis, ah oui, c'est ça. Bah oui, puis ils sont un peu étonnés parce qu'on a des gamins, il faut les voir, faut les voir. Allez, salto. Même si on peut pas skier par chez nous, bah ici ça a quand même une sensation de glisse et être sur des skis et puis ça fait profiter avec plein de monde, voilà. Ça va patron? Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Pendant des décennies, les terrils ont été exploités pour l'industrie. Aujourd'hui, ils sont tous classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, celui-ci compris. Donc on skie sur un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça permet de l'entretenir et de le préserver. Pour la région, pour les enfants, pour les personnes qui découvrent la glisse ici, c'est une fierté. La fermeture des mines a chamboulé toute la région. Mais les habitants ont su faire preuve de résilience en offrant une nouvelle vie à ce patrimoine minier si cher à leur cœur. Alors Jérôme,
je vais te présenter mon atelier avec lequel on va aller dans un petit village près d'ici. Ouais. Donc, mon atelier, le voilà. Ah, c'est ça ton atelier? Ouais, c'est un atelier mobile. T'as aménagé un bus, dis donc. Exactement. Excellent. Donc, je t'invite à monter. Très bien. J'ai pas pris de ticket, c'est bon? C'est pas grave. Ah ouais, d'accord, t'as tout aménagé en fait. Y a plus de siège, y a plus rien. En route, chauffeur. Ça veut dire qu'au départ, t'as dû passer ton permis bus? J'ai passé une formation avec le permis bus, puisque quand j'ai acheté le bus, il avait encore tous les sièges comme un bus habituel de transport. Et puis à la fin de son aménagement, en bus chocolat, j'ai repassé le permis poids lourd, puisque ça devient un poids lourd. Ah oui, sans siège, d'accord. Ah ouais. Voilà. Et comment t'es venue cette idée de vouloir faire des ateliers comme ça? Il m'est venu l'idée de développer une entreprise en atelier chocolat. Et j'ai eu, bizarrement, en voyant un bus passer, l'idée de faire ça dans un bus pour pouvoir amener des ateliers un peu partout autour de Valenciennes. Le but, c'était quoi? C'était d'expliquer aux enfants comment on fabriquait le chocolat? Est-ce que le but, c'était d'amener du lien social? C'est dans un premier temps, il y a un petit côté social dans le sens où le chocolat est un produit de qualité et n'est pas abordable pour toutes les tranches de la société. Donc on voulait l'amener dans tous les endroits et pour tout le monde. Ok. Le plus important, c'est les moments partagés entre certaines écoles, certaines maisons de retraite. Ouais. Quand on voit le grand sourire des personnes et puis le partage tous ensemble autour du chocolat, forcément. C'est là où on a un peu une partie de notre fiche de salaire, on va dire. Ouais. T'es rémunéré en sourire. Voilà, c'est ça. C'est beau. Alors Jérôme, on arrive à Sebourg, un petit village juste à côté de Valenciennes. Nous y voilà. Dans le bourg de Sebourg. L'atelier bus, c'est quelque chose de pratique. Par contre, le stationnement, ça doit être un peu galère. Ah ouais, c'est un peu galère. Tu peux pas te mettre n'importe où. Alors ça y est, on est arrivé près de l'école. On va se garer là. Je vais te montrer 2-3 petites choses très intéressantes de ce petit village sympa. Ça marche. C'est une belle bâtisse là. C'est quoi? Alors on arrive au moulin de Sebourg, qui est du XVIIIe siècle. Ah, moulin. Ah oui, je vois, d'accord, moulin Aube alors. C'est ça. C'est chouette. Et on va pouvoir retrouver Jean-Baptiste qui est à l'intérieur en train de travailler. Ah, le moulin est encore en activité? Ouais, encore en ce moment. On va peut-être pas faire trop de bruit si le meunier dort. Bonjour. Bonjour. Jérôme, enchanté. Enchanté, Jean-Baptiste. Ça va, Jean-Baptiste? Ça va bien. Bon, on est dans un moulin du 18e, ce que m'expliquait Christophe. Absolument. Ouais, et depuis le 18e siècle, il est en activité? Il n'a jamais cessé de fonctionner, ouais, effectivement. Très bien, ok. Ouais. Donc la salle des machines est par ici? Elle est par là-bas, je vais vous montrer. Ouais, avec plaisir. C'est pas une roue à aube alors? C'est plus une robe depuis 1926, mais remplacée par une turbine. Okay. Bon, le principe reste toujours le même, c'est toujours le cours d'eau qui aide à faire fonctionner le moulin. Ouais. Ok, donc moi je m'attendais à avoir 2 meules de pierre. C'est plus le cas? C'est plus le cas depuis le changement de la turbine par mon arrière-grand-père en 1926. Il a retiré les meules de pierre pour installer les appareils à cylindre. Ça veut dire que vous êtes meunier depuis plusieurs générations? De père en fils depuis 6 générations. Extraordinaire hein, que ça puisse se transmettre comme ça depuis si longtemps. Alors ça doit plaire à l'ancien pâtissier que tu es, de voir une belle farine comme ça. Exactement, un beau produit pour fabriquer de bons gâteaux. La transformation du blé me fait penser aussi à la transformation de la fève de cacao. C'est un peu... Même procédé? Même procédé, ouais. Ok. Bon, Jérôme, maintenant, on va aller à la rencontre des élèves pour faire l'atelier chocolat. Ouais, c'est pas mal aussi, ça. Merci, Jean-Baptiste. Bravo. Merci Longue vie à ton moulin. J'espère que les générations futures vont prendre la suite. Bonjour, les enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour. En route vers le bus du chocolat. C'est parti. Alors, dans un premier temps, les enfants, je voudrais savoir si vous connaissez l'ingrédient principal du chocolat. Oui? Le cacao. Le cacao, c'est bien ça. Voilà le fruit du cacaoyer. Et ça s'appelle la cabosse. Dedans, c'est quoi? Des cailloux? Ah non, des cailloux, c'est moins bon, les cailloux. Alors, c'est pas des graines, c'est des fèves de cacao, exactement. C'est tout petit, hein? Il en faut énormément pour tout le chocolat que vous mangez. Vous avez santé, hein, le chocolat, quand même. Alors, on va s'installer pour la fabrication. Alors là, je vais vous donner un bol avec du praliné dedans.
amande noisette. Je vais vous verser du chocolat dedans, vous allez mélanger avec la grande cuillère. Et après, je vais vous donner un fin biscuit qu'il faudra mélanger avec ce premier mélange. Voilà, on fait passer. Ah, attention, pas trop fort. Vous prenez une quantité de mélange dans la cuillère droite. Vous poussez sur le plateau avec le dos de la cuillère gauche. Et ça fait un petit rocher. Je vais demander quelque chose, je vais demander aux enfants de regarder ce que Jérôme a fabriqué. J'en ai fait peu, mais j'ai fait des gros en fait. Je vois, c'est ça, c'est la gourmande gourmandise qui ressort. Tu les trouves comment? Pas bon. Ouais, il me semblait. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, quand tu te retrouves dans ce contexte-là avec les enfants? Oh, bah, c'est le partage. Hein. Ils fabriquent leur propre chocolat. Comme ça, ils vont vers de bons produits pour le futur. Et puis aussi permettre à ces jeunes-là qui, par moment, n'ont pas les moyens de pouvoir déguster de bons chocolats. Et puis les voir repartir avec leur chocolat avec le sourire. Donc la générosité des gens du Nord n'est pas une légende. Non. Et à travers ton tempérament et ton caractère, j'ai découvert cette autre qualité que tu avais. Je suis un pur produit du Nord et de Valenciennes. Voilà. Est-ce que tu as créé des vocations depuis le temps que tu fais ça? Alors j'ai eu quelques enfants en atelier chocolat dans des écoles qui sont devenus même mes apprentis par la suite. Mais non, c'est vrai? Ouais, stagiaires ou apprentis. Génial! Ah bah bravo! Merci, merci. Bravo, bravo. Bon, on a hâte de déguster, je te cache pas. Hein. Alors je vais vous faire goûter le travail de Jérôme, l'essai chocolat qu'il a fabriqué avec vous. Comme ça, vous allez nous dire s'ils sont bons. Qui n'en a pas eu? Moi, j'en ai pas vu. Ah, madame. Trop bon, délicieux, comme ça. Bon, et les enfants, je propose qu'avec les bons chocolats, parce que c'est la recette de Christophe, moi j'ai juste fait qu'appliquer sa recette, mais je vous propose qu'on l'applaudisse quand même. Bravo Christophe. Merci Christophe. Et bonne dégustation ce soir à la maison. Le soleil vient de se lever. La minute du petit déjeuner. Dans le Nord, pour bien démarrer la journée, ce n'est pas forcément le café qu'on verse dans les tasses. C'est bon pour la santé, c'est un produit local, de saison. On aime bien son petit côté gourmand pour démarrer. Donc voilà, pour nous, une belle journée se commence avec une chicorée. Le café, il y a 30 ans, était quand même un peu rude. Et la chicorée venait adoucir le goût du café, mais venait aussi alléger le prix. Et donc, les gens, par tradition, venaient mélanger la chicorée et le café dans le café-filtre traditionnel. Et voilà. La chicorée est une boisson sans caféine et typique du nord de la France car il n'y a que dans cette région qu'elle est cultivée. De la même famille que l'endive, cette plante amère est exploitée uniquement pour sa racine. On en récolte 80 000 tonnes chaque année. Qui c'est qui a lundi pour livrer? Paul. Paul, Bernard et Bernard. Fernand Taquet est dans le métier depuis 50 ans. À chaque récolte, il intervient avec ses machines pour faire l'arrachage des racines de chicorée. C'est une culture à risque. Quand il y a un orage, il arrive qu'on doit recommencer. Si c'est très sec, ça ne lève pas. Donc une chicorée à gros risque. Il faut quand même une terre très bonne, très légère, une terre riche. Dans les mauvaises terres, ça ne marche pas. La meilleure terre de la ferme, c'est pour la chicorée. La racine de chicorée n'est pas consommable en l'état. Elle doit être transformée selon un processus que Agnès Lutin connaît par cœur. Elle est issue d'une famille de torréfacteurs de chicorée depuis 4 générations. Alors ici, on est chez un sécheur. En fait, la racine de chicorée, elle est riche en eau. Et donc, pour pouvoir la conserver et l'avoir à disposition pendant toute une année, en tant que torréfacteur, il faut pouvoir la déshydrater. Et donc, on a besoin de grands pots comme ceux qui sont ici pour pouvoir baisser son taux d'humidité. Le résultat obtenu, ce sont ces lamelles qu'on appelle des cossettes de chicorée. Donc là, les cossettes, elles sont vraiment blondes, elles sont toutes fraîches, très belles. Et le test que nous faisons, voilà, c'est la couper en deux. Elle est craquante comme une chips. Donc là, on est autour des 10-12% d'humidité pour rentrer dans mon torréfacteur.
En 2020, Agnès a repris l'entreprise familiale de torréfaction dans le petit village de Ouaplage. La torréfaction, c'est la dernière étape que va subir la chicorée pour pouvoir être consommée. On a porté à température pendant 2h30 environ notre chicorée et on a transformé les sucres naturellement présents en caramel pour avoir cette petite note torréfiée, caramel, noisette, la belle saveur typique de la chicorée. Agnès est aussi une fervente ambassadrice de la chicorée. Et chaque année, elle organise les portes ouvertes de son usine pour dévoiler au plus grand nombre les bienfaits de sa boisson fétiche. À l'intérieur de la racine de chicorée, il y a une fibre qui s'appelle l'inuline. C'est un prébiotique, ça permet une bonne digestion. Ça permet de fixer le fer, de fixer le calcium, de réguler la glycémie et le cholestérol. Rien que ça, donc c'est vraiment magique. On a besoin de faire ces portes ouvertes, on a besoin de faire de la pédagogie pour bien faire connaître la chicorée, toutes ses vertus santé. Je pense qu'il y a des gens qui connaissaient déjà le produit et puis on a trouvé des nouveaux adeptes, des nouveaux consommateurs qui vont en parler en famille et c'est là où c'est chouette. On peut vraiment en boire toute la journée, c'est ça qui est idéal. Moi je le bois bien avec un lait d'amande ou un lait de soja, j'adore ça. Moi j'aime bien le goût et puis la possibilité de le cuisiner, de mettre dans plein de recettes différentes en fait, c'est ce que j'aime aussi. Ouais. En effet, la chicorée n'est pas seulement la boisson du petit déjeuner. Elle s'invite aussi à la table des restaurants. Une semaine par an, à Audruic, cet établissement bouleverse sa carte pour mettre la chicorée à toutes les sauces. De l'entrée au dessert, Alexandre en a mis dans tous les plats. Ça donne une belle couleur et c'est vachement goûtu. Donc je fais infuser mon eau, mon courbouillon pour mon poisson avec la chicorée en grains. Ça donne une saveur particulière. Un peu comme le café, un peu plus amer. On peut le mettre dans n'importe quel plat, aussi bien du sauté de porc, du filet mignon, on peut le mettre dans toutes sortes de viandes. Et là, même là, on a fait le tiramisu à la chicorée qu'on va couper. Et mon petit chéri, il raffole. 17 et la table 1. Hop, on y va. Ça paraît. Ah, c'est 9, ça part. Hop, vas-y, roule. 17, qui va? Roule. Utilisée comme épice, la chicorée permet de revisiter les plats traditionnels. Le succès est garanti. Vive la chicorée. On sent bien la chicorée, c'est un petit peu sucré mais très bon. On est déjà venu l'année dernière, on s'était régalé, donc on dit bon on revient. C'est fin, c'est raffiné, enfin moi j'ai trouvé que c'était raffiné aussi, donc excellent. La chicorée, ça marche très bien. Les gens attendent ce rendez-vous avec impatience. 15 jours à l'avance, on nous réclame déjà les menus à la chicorée. Et c'est une saveur qui fait partie de notre patrimoine aussi. C'était réservé. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous installez la petite table là-bas dans le coin. Super, merci. Agnès et Stéphane, le couple de torréfacteurs, ne pouvaient pas rater l'occasion de voir leur chicorée ainsi mise à l'honneur. Alors, suprême de poulet à la chicorée. Donc la sauce, c'est le jus de cuisson avec du fond brun et de la chicorée liquide. Ok, voilà. Très bien. Bon appétit. Merci. C'est copieux, hein? On est dans le Nord. Hein. Depuis quelques années, depuis 4-5 ans maintenant, on ressent une vraie recrudescence d'intérêt pour la chicorée, pour ses qualités pour la santé, pour son côté local, son bilan carbone pour la planète. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, l'évolution du prix du café qui a pris 37% l'année dernière. La chicorée à la tasse, ça revient 10 fois moins cher que le café. Bonne pour la santé, mais aussi pour le porte-monnaie, la chicorée a tous les arguments pour un jour, peut-être, détrôner le café. On va être en montée, il va falloir appuyer sur le champignon. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je disais qu'on monte, il va falloir appuyer sur le champignon. Le plat pays, tiens, bien sûr. C'est une bien belle campagne autour de chez vous, là. Hein. C'est très bucolique et c'est marrant parce qu'on est juste à l'extérieur de la ville. On est à 3 km à vol d'oiseau des premiers terris du bassin minier. Et pour autant, on est dans un paysage de campagne. Toi, tu es originaire de la région? Alors, Hubert, moi, je suis du nord du nord. Je suis du Berg, à côté de Dunkerque. Oui, d'accord. Et en fait, pour le travail, je suis venu dans le sud du département, dans le Valenciennois.
Et, Pour le travail, c'est-à-dire qu'est-ce que tu en fait, de as fait formation, je suis ingénieur. Ok. Et je travaille dans l'industrie automobile. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des usines par ici. Voilà, en c'est effet. ça. Ouais. Je suis rentré en 2001. Et 20 ans et 21 jours plus tard, j'ai décidé d'arrêter et de changer de vie pour ouvrir un estaminet, pour me rappeler ma jeunesse. Moi, je fais quelques plats et je reçois les gens comme à la maison. Parce que tu es autodidacte pour... Ah ouais, j'ai pas de formation, alors. On ne sait pas trop faire la distinction, tu vois, entre le café, le restaurant, la brasserie, l'auberge. C'est un mélange de plein de choses. La majorité des estaminets, c'était dans des maisons personnelles, quoi. Ah ouais. Des bars clandos, quoi. Bah, un peu. Non, ils n'étaient pas forcément clandestins, mais dans un village de 5000 habitants, il pouvait y avoir 60-70 estaminets, débits de boissons. Alors, quel est le programme? Tu m'emmènes où, là? Eh ben là, je t'emmène au Cateau-Cambrésis. Petite ville pas très loin. On va voir une brasserie très ancienne. D'accord. Et cette bière que tu utilises peut-être pour tes recettes? Exactement. Telle que la de ton estaminet. Tu vas m'apprendre la recette de la carbonade. Voilà, c'est ça. Hop. Et voilà. Nous voilà arrivés. Ça, c'est de la brasserie. Hein. C'est une super belle bâtisse. C'est magnifique. Hein. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, Hubert? Ça va? Tiens, regarde, je t'amène du monde. Enchanté. Je te présente Jérôme. Enchanté. On va venir chercher la bière pour la carbonade. Bon, hein, ce dont tu as besoin pour faire ta recette? Bah ouais, moi, une blonde comme d'habitude. La bio. La blonde bio. La blonde bio, elle est très bien. Ok. Et puis 4 cartons, ça me suffira. Oui, c'est une grosse carbonade. tu prévois pour les semaines à venir. Ouais, non, mais on fait beaucoup de carbonade. Tu sais, j'en suis quasiment à 2 tonnes par an. Hein, donc 2 tonnes, tu fais? Ah ouais. Bon, il y a plein de références, dis donc, chez vous, là. Oui, c'est une brasserie qui est classée au monument historique et qui n'a jamais changé de destination. Donc c'est une brasserie, ça a toujours été une brasserie sur les ruines d'un monastère. Alors, en tout cas, dans le milieu agricole, on a le houblon, les différentes céréales qu'on utilise, et puis on a de l'élevage pour le maroilles, et puis on a la betterave. Oui. Donc il y a quand même on va dire un éventail de produits typiques. Sans vouloir être chauvin, mais effectivement, certains territoires de France, on va les connaître pour 1 ou 2 produits. Ouais. Moi, entre l'Avesnois qui fait du maroilles et la Côte qui fait de la sardine, on a vraiment tout un éventail et tout un panel qui va permettre d'avoir une diversité de produits énorme, en fait. Ouais. Donc oui, un lieu patrimonial comme celui-ci, les gens le visitent. Est-ce que tu proposes des visites, j'allais dire, un peu pédagogiques sur comment se fabrique la bière? Oui, bien sûr, complètement. Bah, viens, je t'invite à me suivre et on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Super. Alors. Allez-y. Ah ouais. Ouais, regarde. Oh, c'est magnifique, dis donc. Ouais. Et ça, c'est les cuves de brassage? Ça, ce sont les cuves de brassage, oui. Une cuve de brassage, une cuve de filtration. Ouais. Où le brasseur va, dans un premier temps, mélanger l'eau et les céréales, et puis ensuite, lui fait sa cuisine, si on veut, parce que c'en est une. Formidable. Ouais, c'est une belle découverte. Va falloir qu'on pense à y aller parce que j'ai une carbonade à faire, j'ai un estaminet à faire tourner. Et faut le temps de cuisson. Puis les clients font déjà la queue dehors, donc bon, allez, on va charger. Allez, parce qu'il y a des caisses à mettre dans la voiture. Bon, Hubert, je suis tombé sous le charme de ton bolide. Hein. Nous sommes à Tian. Et oui, tout à fait, voilà, on arrive. Ton petit village. À l'estaminet. Il y a combien d'habitants ici? 2500. Ah, quand même. Oui, donc c'est un gros village. Petite ville. Ouah. Oh, la terre est basse. Hein. Ah oui, bah j'avais oublié ça. Allez, on va se prendre une caisse pour ce soir. Ouais. Allez. Donc c'est ici. Exactement. Une ancienne maison. Le Pot Flamand. Allez, je vous en prie. Oh là là. Et voilà. Ça, c'est un estaminet. Les vases, les pots, les lampes, les jeux sur les tables. Ah bah oui, ça oui. C'est top. Comment tu as trouvé ce lieu? En trouvant ma femme.
Tout simplement, j'ai rencontré ma femme qui était déjà propriétaire de ces bâtiments. Et comme c'est le médecin du village, il était hors de question qu'elle s'en aille. Ok. Donc du coup, moi, je suis venu habiter chez elle. Et elle avait ses anciens bâtiments. Qui étaient à l'abandon. Qui étaient à l'abandon, et justement, c'était ça aussi un petit peu le projet. C'était, avec mes petites mains, d'en faire quelque chose qui ressemble à un estaminet. C'est ce que j'aime dans les estaminets, c'est que tu peux passer des heures, tu as plein de choses à voir, accrochées au mur. Là, je peux t'expliquer ce qu'il y a derrière chaque objet. Tu vois, cette tête de mineur qui est là, c'était la tirelire de mon grand-père, qu'il a donné à mon père, qui m'a donné. L'accordéon à côté, c'est l'accordéon du grand-père de ma femme. Tous ces objets, ils ont une histoire, parce que j'ai glané ça au fur et à mesure des années. Quand je sortais, que j'étais plus jeune, moi, j'allais dans les estaminets, j'allais pas en discothèque. Bon, on se la fait cette petite carbonade? Allez, on y va, parce qu'il y a du boulot. Voilà. Le morceau de bœuf. Un paleron. Alors, tes ingrédients, on voit du laurier, clou de girofle, du thym, ail, poivre, sel, des oignons. Ça, c'est... Vergeoise brune. Ça, c'est ce qu'on appelle, je pourrais appeler la cassonade locale. C'est ça, c'est ce qui va donner le sucré. La différence entre la cassonade et la vergeoise, c'est que la cassonade vient de la canne à sucre et la vergeoise vient de la betterave. C'est bien. Voilà. Et évidemment notre bière. C'est vrai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Ne me demande pas en grammes combien ça fait. J'ai appris par ma mère 2 unités de mesure, le sput et le slock. Alors, un sput, c'est un petit peu, et un slock, c'est une bonne rasade. Voilà, c'est mes 2 unités de mesure pour ma cuisine. Vas-y, Jérôme. Faut y aller. Ah oui, là, faut y aller franchement, là. Ah, c'est la marmite de Panoramix, là. Là, maintenant, on va mettre un gros slock. Un gros slock de bière. Voilà, regarde ça, regarde comme c'est joli. Voilà, là, une grosse partie du goût, elle est là. Elle est dans cette vergeoise. On peut la laisser mijoter tranquillement, et nous, on peut aller se désaltérer pendant ce temps-là. Bonsoir. Je crois que c'est pour mademoiselle. Pochavalèche pour... C'est pour moi. Merci. Oui. Bien, 3-3. Il va falloir interrompre cette partie qui gagnait là. Bah moi, comme d'habitude, en Bon. fait. Hein. Voilà. Ah ça c'est la salade d'un turquoise C'est pour pour madame. moi. Merci bien, merci jeune homme. Merci. Oh, j'adore qu'on m'appelle jeune homme. Oh, vous adorez, hein, c'est sûr. Hein. Vous venez régulièrement ici? Ah bah plus que régulièrement, oui. D'accord, des habitués. On habite juste à côté, moi je travaille sur la commune, donc on est des fidèles. On mange bien, on est bien accueillis, on retrouve une équipe qui est sensationnelle et on est comme à la maison en fait. Ouais, une bonne et je ambiance. dirais même, vous savez quoi? Mieux qu'à la maison. Mieux qu'à la maison? Ah oui, parce qu'à la maison c'est souvent de la soupe. Merci. Régalez-vous bien. Merci bien. Ah, c'est gentil. Allez. On va goûter la spécialité du chef. Le couteau, t'en as pas besoin. Oui, je vois que la viande est d'une... Ça a l'air très fondant. Ouais, c'est bon, c'est très très bon. J'aime bien le petit côté sucré. Et pas trop de sucre. Pas trop sucré, j'aime bien aussi l'onctuosité de la... Tu vois, de la sauce elle est super. Et puis la viande, bah, c'est juste du beurre, quoi. Bravo. Merci. Ah, merci de m'avoir fait goûter. Je te remercie de m'avoir fait partager ton univers et le côté humain que tu aimes tant et ce que tu dégages toi en fait. Ça se ressent dans ta cuisine, ça se ressent aussi dans ce que les gens viennent chercher ici. Ouais, en fait. tout à fait. Ils viennent chercher quelque chose de simple et de convivial et d'authentique. Ne change rien. Merci bien. Le Nord a longtemps été un bastion de l'industrie textile. Et cet héritage n'a pas complètement disparu. À Roubaix, il existe encore plusieurs écoles de mode, comme la prestigieuse S-Mode. Créée en 1841, c'est la plus ancienne école française des métiers de la mode et du design. Donc on cherche bien l'élasticité et le droit fil de son tissu. C'est un t-shirt en main et je veux pouvoir l'enfiler. Je veux pas avoir à mettre un zip ou du boutonnage.
Mais je ne sais pas s'il faut rajouter des drapés ici ou pas. Ouais, je crois qu'il faut en rajouter. Parce que je me suis arrêtée. Et même le drapé ici, en vrai, j'ai mis qu'une épaule. Marine est en 3e et dernière année de formation. Ce jour-là, elle et ses camarades apprennent à créer un t-shirt en jersey. J'ai choisi de faire Esmed Roubaix parce que c'était une école dont j'entendais parler beaucoup depuis petite, parce que j'ai grandi ici. Et puis c'est une école qui est réputée, le diplôme est validé par l'État. Donc c'était un truc qui était important pour moi parce que je voulais être sûre d'avoir un bon bagage pour pouvoir après continuer dans le milieu de la mode. Faites attention au poids du tissu. Que le poids du tissu t'emporte pas. Il y a de la créativité, il y a une envie de faire évoluer les choses, de s'exprimer. C'est aussi un métier où on vient pour s'exprimer à travers ce qu'on fait. On ne ferme pas du tout les yeux sur ce qui se passe entre la fast fashion, l'ultra fast fashion. Ils savent très bien les enjeux de demain, chercher des solutions, consommer autrement, créer autrement. Et tout ça, on leur apprend ici. Du coup, tu me disais que tu es intéressée par le design ou Plutôt les deux parce que... Marine est très impliquée dans la vie de l'école. Et le jour des portes ouvertes, elle accueille les jeunes visiteurs pour leur faire partager son expérience. En 3e année, on réalise une collection de 5 looks en stylisme et en modélisme. Donc on les dessine et ensuite on vient les coudre et tout. C'est aussi l'occasion pour elle de présenter une partie de son travail réalisé pendant l'année. C'est une des pièces de ma collection de 3e année qui est inspirée de ma grand-mère et de sa passion pour la mode parce que c'était une grande accumulatrice et donc j'ai fait toute ma collection upcyclée avec des jeans que j'ai récupérés dans le grenier de ma grand-mère et que j'ai réutilisés du coup pour leur donner une seconde vie. Chaque année, les élèves peuvent présenter leur collection lors d'un défilé de mode dans des conditions professionnelles. Marine a séduit le jury avec sa collection oversize en vêtements recyclés. Petite, j'aimais beaucoup porter des vêtements beaucoup trop grands, les vêtements de mes grands-parents. Et donc ça m'est venu comme ça. Puis j'ai commencé à coudre avec ma grand-mère, à tricoter avec elle. Et donc l'idée de me faire de la mode et de vouloir être styliste m'est venue tout naturellement. Pour valider son diplôme, Marine doit faire un stage de 6 mois en entreprise. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et vous? Ben, super, écoute, installe-toi, j'arrive. Okay. Elle a choisi de venir travailler pour la styliste Clivia Nobili dans le centre de Lille. Tu vois, je trouve que ça gondole un peu. Donc j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'ils ont trop plissé parce qu'il y a trop de tissu? Faudrait que tu refasses la fiche technique pour expliquer qu'est-ce qu'on veut comme modification au niveau du montage. Ok. Ce que j'apprécie beaucoup dans son travail, c'est le côté très humain qu'elle porte aux vêtements et l'intérêt qu'elle met aux personnes qui le portent plus juste aux vêtements en lui-même. Et c'était une valeur que je trouvais super importante. Et bah aussi, tout simplement, j'aime beaucoup le style de la créatrice. Clivia Nobili est originaire de Marseille. Mais elle est venue s'installer dans le Nord pour développer sa gamme de vêtements qu'elle a baptisée les Bleus à tisser. La dernière pièce que j'ai adoré créer, c'est le pantalon Workly, qui est un pantalon mixte à pont. J'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en place avec les filles. Bleu à tisser, c'était un moyen de faire un circuit court de fabrication dans le Nord sur une couleur bleue qui est très emblématique de ma marque, avec des modèles qui sont les fondamentaux du bel habit de travail. Pour moi, c'était essentiel de revenir dans un berceau du textile pour pouvoir trouver des métiers un peu mis en sommeil, travailler avec des teinturiers, travailler avec des tisseurs. C'est pour ces raisons que je suis arrivée dans le Nord. En 50 ans, le nord de la France a perdu 90% de ses emplois textiles. Mais on trouve encore quelques résistants. Clivia a écumé la région à la recherche de petites manufactures pour les associer à son projet. Dans le village de Bévillé, elle a déniché un vieil atelier de tissage. C'est ici qu'elle vient faire fabriquer le tissu bleu dont elle a besoin. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, et vous? Oui, ça va bien. Bon, prêt? Ben, prêt, bien sûr. Bon, allez. Parfait. Alors, donc, on y va. On va aller voir ce bleu. Donc, on a reçu le fil, le fameux bleu. Super. Et donc, on est en train de les rebobiner. On va pouvoir faire du beau tissu. Stéphane Leprêtre est issu d'une lignée de tisserands depuis 5 générations. Clivia a fait appel à lui pour relocaliser la production du tissu des bleus de travail. Clivia avait un projet de refabriquer un tissu ancien, donc on a décomposé l'article,
On a recréé le tissu à l'identique. C'était insolite et c'était intéressant, donc on a participé avec plaisir pour pouvoir réaliser le tissu. Je pense qu'ici, il y a encore des savoir-faire, il y a encore des gens qui mettent de l'énergie à continuer ce savoir-faire. Il y a un bastion ici historique, donc c'est plus facile de remettre en route des jolies histoires que de les inventer complètement. Les créateurs de mode comme Clivia offrent une planche de salut à ces métiers dont la survie est menacée. Bravo! Bonjour les Rosettes! Bonjour! Vous avez mis l'ambiance dans le quartier là. Tout le monde sur les trottoirs est en train de marcher en faisant un petit pas de danse comme ça. C'est assez chouette. Je t'embrasse. Bonjour! Violette. Ça va Jérôme? Bien. Rosette, Violette. Bah oui. D'où vient le nom? En fait, Rouzy, c'est la cité des roses. Ah. Et à l'époque, toutes les majorettes finissaient par « ette ». Donc, bah, nous, Rose, bah, Rosette, c'était D'accord. évident. D'accord. Voilà. Très bien qu'il y a toutes les générations, des Tout à fait. plus anciens, des plus jeunes. Alors vous vous préparez aujourd'hui, tu m'as dit qu'il y avait un événement, une manifestation à laquelle vous participez? Alors, nous allons à Dechy, à la fête de la pomme de terre. Et ça donne quoi, les pommes de terre, les filles? Donc tu es un petit peu la maman, finalement, de cette petite famille. Bah, Hein? oui, on va dire ça. Alors, Ouais. c'est pas la maman qu'elles disent, c'est la tata. C'est la tata? Bah oui. Bon, en général, elles confient leur petite misère quand il y a des soucis, les grands comme les petits. L'association, c'est une association. Elle existe depuis combien de temps? Alors, on aura 55 ans au mois de novembre. Ah ouais? Oui. Dans les années 70? Oui. Bah, j'étais une gamine quand j'ai créé le club, on n'y croyait pas. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ah ouais. Et donc là, toi, tu fais la musique aujourd'hui? Bah oui, parce que je suis trop vieille pour être majorette. Oh bah non, il y a un temps pour tout. Par contre, moi, je t'invite à nous accompagner. Très bien. Parce que là, on va charger le car, Allez, chargeons. en espérant que tu vas faire partie de notre défilé. Ah, tu veux me faire participer Oh au bah défilé? évidemment. Mais Qu'est-ce que les- vous en pensez, les filles? Oui! Les jupettes sont pas trop courtes, non? Non, non, ce sera un pantalon. On reste discret. Bon, très bien. Violette, ce sont toutes les coupes que vous avez remportées, là? Il y en a encore. C'est pas vrai? Si, il y en a encore dans les caisses. On n'a pas su tout mettre. Bah, dis donc. Bah, en fait, dans le temps, quand on faisait les concours, nous, on n'y allait pas pour la deuxième place. On y allait pour gagner. Et on faisait une équipe de grandes, de moyennes et de petites. On était toutes premières de notre catégorie. Donc de remporter tous ces prix, il doit te rendre très fier. Ah bah oui, c'est un honneur pour nous quand Ouais. même, hein, et même pour les filles, parce qu'elles travaillent beaucoup, donc Ouais. c'est le résultat de leur travail. C'est considéré comme quoi? Comme une activité artistique? Ah, sportive, d'accord. Maintenant, c'est plus artistique et sportif. Ok, très bien. Oui, allez, bonjour. Allez, du rythme, du rythme. Allez, On y va, on y va. Ah, merci pour le bonbon. De rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de Ah, bon? quoi que je préfère celui-là. Alors, attends, je vais prendre un traditionnel, comme celui-ci. Merci beaucoup. Il y a des belles histoires d'ailleurs avec ça. Ah bon? Mais ça existe encore? C'est vrai? Oh bah oui, hein.
À quoi tu penses que le succès des majorettes est dû ici? Je pense que ça vient de l'ambiance en fait. C'est assez festif. On essaie de faire participer le public. Donc c'est quand même important. Et puis c'est traditionnel dans la région du Nord. Ouais. Parce que dans le temps, chaque ville avait sa majorette en fait. Ouais. Allez, on va voir si c'est à la bonne taille. Vas-y. Attends. Voilà. Touche plus. Ah, je le mets pas sous le menton? Comme ça, c'est très bien. Non, non. Fais voir. Ah oui, tu mets ça devant ta bouche. C'est comme ça. D'accord, ok. Un petit côté Robocop, quoi. Hop! Comment ça se passe? On est bien, pas trop tendu? Ça va. Il y a un petit peu de stress à chaque fois quand même? Un petit peu, oui. Ouais? T'as commencé à quel âge, toi? Moi, j'ai commencé, j'avais 7 ans. Mais non! J'étais petite. Et donc, ça fait combien de temps maintenant? Bah, 15. 15? Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes bien particulièrement en venant ici avec la troupe? Le côté festif, je pense. Ouais. On s'amuse bien, ouais. Ouais. Puis t'as un groupe d'amis là, j'imagine que Oui, tout le monde on se crée connaît des depuis liens, très ouais. longtemps. Ouais. Surtout avec Tata Violette. Avec Tata Violette. Alors je vois que tu as une petite oreillette, tu es relié avec tes équipes? Alors je suis reliée avec les 3 filles devant Ouais. et la grosse caisse au fond. D'accord, pour le tempo? C'est pour dire les morceaux qu'on joue et puis comment on s'organise. Ok, très bien. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des filles, on corrige tout de suite. Très bien. On passe le message, comme ça, elles se desserrent, elles font ce qu'elles ont à faire. Super. Jérôme, un grand merci pour ta participation. Tu t'es donné à fond, c'est super pour nous. Et j'espère que pour toi, c'était une bonne expérience. Alors un grand merci. Ben, c'est moi qui te remercie, qui vous remercie de m'avoir accueilli dans cette troupe des Rosettes que je vois très souriant, très enjoué. On sent le plaisir que vous avez à participer, à distraire les gens qui sont là nombreux et surtout à, j'ai envie de dire, à communier ensemble à travers la musique, à travers aussi cette tradition des majorettes et des musiciens. Je peux dire que j'ai vécu l'expérience de l'intérieur grâce à toi, grâce à vous. Un grand merci, longue vie aux Rosettes. Merci à toi. Pom pom. Mais ils sont bien lourds, hein, ces sacs. Je sais pas ce que t'as pris. C'est les provisions pour la semaine. Hein. Voilà. Jean-Luc et Marie-Christine ont troqué la voiture pour le bateau depuis qu'ils ont choisi de vivre dans un endroit pas comme les autres, le Marais Audomarois, près de Saint-Omer. Comme on habite sur une île, nous sommes des insulaires, on est obligé de prendre le bateau pour tout, les courses, les travaux. Nous n'avons pas d'autres moyens pour traverser. Il ne faut pas être malade ici. Hein. Au départ, pour nous, c'était pas évident. Mais maintenant, on a pris l'habitude, le marais nous a acceptés.
Eh ben voilà. Alors, on va peut-être finir à la rame. Oh là 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 là. Ce couple de retraités a eu le coup de cœur pour cette maison traditionnelle entourée par les canaux. Dans le Marais, ils sont environ 1000 habitants à vivre ainsi au fil de l'eau. Ce qui me plaît ici, cette lumière, cette sérénité, et puis personne, on est seul, mais en même temps on est bien. En fait, ici, on est dans la nature. On a des canards qui viennent sans arrêt sur la pelouse. Les faisans. Les faisans. On a parfois même des cigognes qui atterrissent ici. Donc on est vraiment très bien. C'est un paradis ici. Le Marais audomarois s'étale sur 37 km². C'est la plus grande zone humide des Hauts-de-France. Il a été aménagé il y a plus de 1000 ans par les moines qui ont asséché les marécages avec les mêmes techniques que les polders de Hollande. Pour circuler sur ces 700 km de canaux, on a inventé des embarcations spéciales à fond plat, les escutes et les bacoves. Dans cet atelier, on continue à les fabriquer comme au Moyen-Âge. Alors là, je suis en train de goudronner le bateau. On utilise du goudron végétal afin donc de protéger. C'est la dernière étape donc de réalisation du bateau. Mais nous, on est resté sur ce que la tradition nous a légué, hein, le goudron de pin, la résine chauffée. Ce sont des bateaux qui remontent à la période médiévale. La plus vieille escute est datée du XIIIe siècle. Une fois les bateaux fabriqués, Benoît les utilise pour emmener les touristes à la découverte du Marais. Eh bien, bienvenue à bord de ce bateau. Un bateau d'1,5 tonne capable de charger 3-4 tonnes de marchandises. Donc si ça peut en rassurer certains d'entre vous, c'est déjà ça. Allez, on est parti. Là, on est dans le Marais habité. Et après, on va rejoindre progressivement le Marais cultivé. Tout ce qu'on voit ici, évidemment, c'est l'homme qui l'a créé, hein, c'est pas la nature. Et d'ailleurs, si l'homme arrête de l'entretenir, ce marais, il redeviendrait très vite sauvage. Tous les jours, je vois le héron en train de pêcher sur nos bateaux. Je peux voir régulièrement le martin pêcheur. Tout ça, c'est des choses qui, moi, en tant qu'amoureux de la nature, si on peut dire, c'est des choses qui me plaisent. Mais aussi, c'est un lieu chargé d'histoire, donc c'est aussi ça qui me plaît. Je suis bouche bée, c'est tellement magnifique. Je ne connaissais pas du tout et j'avais envie de le voir et je ne suis pas du tout déçue. Très chouette moment. Il y a 200 ans, une grande partie du Marais a été dédiée au maraîchage, avec la création de plus de 10 000 parcelles qui ont totalement reconfiguré le paysage. Aujourd'hui, ils sont encore une trentaine de maraîchers à profiter de ce territoire unique pour produire une grande variété de légumes. Le plus réputé d'entre eux, c'est le chou-fleur de Saint-Omer. Sylvain en récolte 200 000 chaque année. Donc quand la fleur commence à arriver, on couvre, pour que le chou-fleur soit bien blanc. C'est pour le protéger du soleil. Là, c'est un chou-fleur par exemple qui a été couvert il y a 3 jours. Donc on le découvre, on regarde, il est bon à couper, on coupe. Et voilà, le chou-fleur de Saint-Omer. C'est le chou-fleur qui arrive le plus tôt sur le marché. L'intérêt du Marais, c'est que notre réseau de rivières permet aux terres de s'assécher rapidement au printemps. Qui plus est, la terre est tourbeuse, une terre noire qui va se réchauffer plus vite, ce qui nous permet de pouvoir planter à peu près au mois de mars. Alors qu'ailleurs, on peut pas encore rentrer dans les champs à cette époque-là. Si le Marais offre des conditions exceptionnelles pour l'agriculture, il est également fort apprécié par toute une population d'oiseaux qui trouvent ici de quoi se nourrir et s'abriter. Et c'est au petit matin, lorsque le Marais est encore plongé dans la brume, que Kevin et Alexandre viennent les observer. On entend déjà qu'il y a du monde en tout cas. Il y a pas mal de chou-fleurs, ouais. Ouais, déjà 3 grandes aigrettes qui sont passées. Donc... Tous les deux travaillent dans la réserve naturelle, un sanctuaire pour plus de 200 espèces d'oiseaux.
Juste là derrière, il y a un dortoir d'oiseaux. En fait, ils viennent se regrouper pendant la nuit pour être en sécurité ensemble. Donc il y a souvent des hérons, des garde-bœufs, des cormorans qui viennent se regrouper. Donc avec Alexandre, on va venir les dénombrer pour savoir combien ils sont aujourd'hui. Les étangs du Romler ont été reconnus comme réserve de biosphère par l'UNESCO. Le suivi des populations d'oiseaux permet de vérifier si la zone est impactée par les activités humaines. Ah, ça y est, ça commence à décoller. Donc là, les choucas, c'est les premiers à partir en général. Donc ils quittent la zone de dortoir pour aller dans les villes qu'il y a autour et puis dans les pâtures pour aller chercher à manger. Ça fait un balai. C'est assez rigolo à voir parce qu'ils sont vraiment tous ensemble. On a plus d'une centaine de hérons garde-bœufs en dortoir sur la gauche. Et puis devant, on a les grands cormorans avec les choucas. Cette zone-là, c'est une zone qui est vraiment sauvage au cœur d'un marais cultivé. Et donc c'est ici aussi qu'on va retrouver beaucoup de nourriture. C'est là où il y a des grands plans d'eau qui sont riches en poissons. Toutes les zones humides sont de plus en plus rares en Europe. Avant, des zones comme ça, il y en avait un peu partout. En fait, toutes ces zones-là, elles ont été asséchées pour cultiver, pour mettre des villes, etc. Donc en fait, toute la biodiversité va se concentrer dans ces zones-là parce qu'elles sont justement devenues beaucoup trop rares et précieuses. Pour les animaux comme pour les hommes, le marais audomarois insuffle un rythme tranquille et apaisé. Une vie au fil de l'eau. Donc là, c'est ton petit village d'Authion. Authion, exactement. Authion. Il y a combien d'habitants ici? Environ 150. Aujourd'hui, elle est livrée chez Emmanuel, une petite commande de maroilles et puis de fromage blanc pour faire une charlotte aux framboises. Et tu es la seule à produire du maroilles? Dans le village, oui, je suis la seule. J'ai pris la succession de ma tante. D'accord, et tu as l'habitude aussi de livrer, j'imagine, dans les villages alentours? Alors en fait, je travaille avec des épiceries fines, des maraîchers ou des revendeurs. C'est par là? Oui, c'est par ici. On va aller la retrouver proche, dans... c'est pratique ça. Oui, on va aller la retrouver dans son jardin. C'est ce qu'on appelle une livraison à domicile. Ah, chouette. Bonjour, Jérôme. Emmanuel. Apprenti livreur. Tiens, je te ramène ton fromage blanc pour accompagner tes framboises. Je vais faire une petite charlotte aux framboises avec. Très bien. À quelle heure on passe manger ça? Eh ben, pour le dessert. Alors qu'est-ce que tu cultives ici? Des plantes aromatiques et médicinales et de la mauve en particulier. La mauve. Faut y goûter absolument. Absolument? Absolument. On tente la mauve? Ouais. Allez. C'est une plante qui va venir soigner les maux de gorge. Ah, très bien. On dit qu'en 2-3 crocs, tu vas sentir le petit gel qui va se déposer sur ta langue. Tu manges des fleurs comme ça? Ben oui, bien sûr. Tu regardes juste s'il n'y a pas une petite bavette et hop. Oui, ça tapisse. Voilà, c'est ça. C'est un petit gel qui vient se déposer sur les muqueuses. Une belle découverte, hein? Allez. Je vais t'en reprendre plein pour aller. Je te donne ça. Bon anniversaire, on avance en retard, mais ça vient du cœur. Hein? Maintenant, il faut aller chercher les vaches. Faut aller chercher les vaches. Eh ben oui, si on veut faire tous ces bons produits, il faut aller chercher les vaches. On est parti. Bon, et ben au revoir. Manu, à une prochaine. À une prochaine. Merci. Bien le bonjour. On va aller rejoindre Samuel au milieu des vaches. Ça va? Oui, ça va, bonjour. Donc on te voit à peine tellement le troupeau est dense. On a des Primosten qui sont les grandes vaches noires et blanches, que tout le monde connaît. Ouais. Et on a des plus petites vaches qui sont des croisements entre la Primosten, la rouge norvégienne et la Jersiaise, qui est une petite vache hyper adaptée au pâturage. Jersiaise? C'est une vache d'origine de l'île de Jersey. Ah oui, d'accord, ok. Elles sont magnifiques, hein. Allez, fais pas ta timide. Je parle pas norvégien, mais j'aurais pu converser avec toi. Et tu les mets à pâturer combien de jours par an? On est sur environ 250 jours de pâturage par an. Wow. Ah ouais. Et on est capable, en tout cas, de tenir du pâturage depuis le mois de mars jusqu'au mois de novembre. Ce qu'on cherche pour du pâturage, c'est d'avoir des animaux mobiles avec peu de besoin d'entretien. Donc on veut pas des grosses carcasses compliquées à faire tourner et à entretenir.
C'est amusant parce qu'on pourrait imaginer que pour un fromage comme le maroilles, il n'y ait qu'une seule race, qu'un seul lait pour que ce soit homogène. Et non, il n'y a pas de contrainte de race dans notre cahier des charges. Ok. On a une contrainte de pâturage. Ouais. On a une contrainte de bocage. On doit avoir des haies dans notre système fourrager. Bon, Jérôme, je vais te laisser en compagnie de Samuel. Moi, j'ai du boulot en prod, donc je te retrouve tout à l'heure pour te montrer la cave. Ah, très bien. Donc là, tu vas ramener ce petit monde à l'étable pour la traite. De la traite, exactement, ouais. Mesdemoiselles, ça va être l'heure. Allez, on y va? C'est l'heure, là, hein? Allez. Viens, tu là, viens là. Viens. Ah, regarde-moi ça. Ça, c'est la magie, ça. Viens, tu là, viens là. Viens. Viens, tu là, viens là. Viens. Oh, c'est joli, dis donc. Alors là, c'est la cave d'affinage. C'est la cave au trésor. Ouais, je vois ça. Ici, on est sur le dernier maroilles au lait cru fermier en cave naturelle. D'accord. Bon, on sent qu'on est dans une cave à maroilles, là. Là, on sent que on est là. Les yeux fermés, je pense qu'on peut deviner l'odeur de ce fromage si particulier. Alors, il y a différents formats, je vois. Un des plus épais, plus volumineux. Alors, le maroilles est sous 4 formats normalement. Donc ici, on en travaille 3. Donc là, j'ai un mignon qui fait 360 grammes. Mignon, d'accord. Ouais. Oui. Un pavé qui fait 720 grammes. Oh. Et un sorbet qui fait 540 grammes. Et le maroilles est né quand? Il est de quelle période? Le maroilles, les premières traces datent de 962. Ah oui. Oui. C'est un des plus vieux fromages de France. Ça servait à conserver le lait abondant du printemps. Et il servait en même temps à payer, on pense, les impôts à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que c'est le fromage emblématique du Nord? Ah oui. Oui. Le roi des fromages du Nord, c'est le maroilles. C'est le maroilles. Et encore plus quand il est au lait cru. On va aller goûter une tarte au maroilles? Une tarte au maroilles? Oui. Oh, c'est notre de nos spécialités. Comment dire non? Comment dire non? Donc la recette simple. Un peu de brioché. Ok. Et du maroilles. Ah oui, recette relativement simple. Allez, Chin. À la nôtre. À la nôtre. On sait ce qu'on mange, hein. Il est très bon cru, très bon cuit, et il est meilleur, c'est en crème de maroilles sur des frites. Ah, c'est très très bon. Je ne connaissais pas cette recette. Je vais la ramener dans ma besace avec quelques maroilles discrètement. Bonjour. Je me promenais dans le beffroi. J'ai entendu évidemment ces notes. Vous êtes en train de répéter? Voilà, je travaille un petit peu des morceaux pour les prochains concerts de carillon. Vous êtes combien de carillonneurs, carillonneuses en France maintenant? En France, on doit être entre 50 et 70, quelque chose comme ça. On est un petit peu éparpillé sur le territoire et on fait vivre le patrimoine. Et est-ce que le carillon ici, à Douai, il fait partie des plus prestigieux? Je pense, dans la mémoire collective, beaucoup peuvent citer déjà du temps de Victor Hugo qui avait écrit un poème sur le beffroi et le carillon de Douai. Et c'est vraiment une identité de la ville et un patrimoine sonore. C'est admirable, bravo. Vous voulez essayer? Je vais essayer. Allez, c'est l'occasion. Oui, je veux bien essayer. Profitez-en. J'ai aucun repère. Là, c'est plus cloche. Bon, je préfère te laisser jouer.
J'ai eu la chance de découvrir beaucoup de choses pendant mon séjour, notamment, voilà, un exemple comme ce carillon qui fait partie vraiment d'un patrimoine et d'une tradition. Et dans votre région, dans les Hauts-de-France, les traditions sont encore très ancrées. J'aime bien l'idée que vous ayez redonné une seconde vie presque à certains sites significatifs de la région. Les sites miniers, comme ça peut être un terri sur lequel on a fait ou une piste de ski ou des vignes. C'est un bel hommage en fait que vous arrivez à rendre à certains sites. D'ailleurs, comme c'est la fin de mon séjour, est-ce qu'il te viendrait comme ça en tête une idée d'une petite chanson, d'une mélodie qui représenterait bien la région? Je pense que j'ai une idée. Ouais. Le petit quinquin, mon petit quinquin, main. C'était, je pense, la conclusion idéale. Voilà, avec un petit coup de ch'timi. On a terminé avec la langue locale. J'espère que vous avez apprécié mon séjour dans les Hauts-de-France, et plus particulièrement dans le département du Nord. Je vous invite vraiment à revoir cette émission en replay ou à suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. J'embrasse très chaleureusement celles et ceux qui m'ont accompagné et qui m'ont fait découvrir avec passion et cœur leur magnifique région. À très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Et comme on dit ici, je ne sais pas si on dit comme chou ou comme chat, on dit au revoir. À bientôt.